Le 13 mars 2023 a eu lieu à Paris la dégustation des vins de la maison Albert Bichot, une maison iconique en Bourgogne. Elle a pris ses premiers instants en 1831 par l'intermédiaire de Bernard Bichot. Il a fondé une maison de négoce à Montély. Son fils Hippolyte achète les premières vignes en nom propre à Volnay. Et le fils de ce dernier, Albert Bichot, donne un autre envol à la maison et décide en 1912 d'installer l'entreprise au cœur de Bonn. Bien plus tard, Albéric Bichot, en 1990 plus précisément, intègre l'entreprise familiale et on prend la direction en 1996. En deçà de cette histoire, il y a des substances en lien direct avec les différents sols de la Bourgogne, ces fameux climats. Ces climats inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 juillet 2015, climat véritablement envié par les 3/4 des vignobles en France et également à l'international. Avec une interview d'Albéric Bichot, il sera question d'envisager les perspectives de cette entreprise, et en deçà, celle de la Bourgogne avec ses nouvelles palpitations, le retour du Chablis autrement et en parallèle de nouveaux enjeux d'élaboration et d'autres respirations à venir pour la splendeur et l'élégance de ces vins. N'oublions pas les ventes des hospices, qu'elles soient de Bonn ou de Côte de Nuit, vente auxquelles la famille Bichot participe depuis très longtemps afin de mettre en exergue le potentiel patrimonial et humain de cette région. Une belle aventure à découvrir pas à pas et palpitation gustative par palpitation gustative. Le Chablis Grand Cru, les Vaudésies 2020, une autre expression radicalement sur la notion de salinité, de calcaire, avec un côté autre, une grande profondeur, un peu d'astringence sur la notion d'acidité en fin de bouche, mais une véritable sensation d'instant précieux. Albéric Bichot, nous sommes ici à Paris, au Meurice, pour déguster vos superbes vins, vos extrapolations sensorielles, si l'on peut dire. Alors, évidemment, il y aurait tellement de questions à vous poser. Je vais essayer d'être synthétique. Commençons par les Chablis. Alors, Chablis a en quelque sorte sa période de retour, une nouvelle visibilité. Vous avez d'audacieuses merveilles. Je songe entre autres au premier cru, les Vos Copains. Une petite merveille. Les premiers crus Vos Copains, oui. C'est une des pépites on va dire, du chablisien. On dit souvent que c'est un peu la passerelle entre les premiers crus et les grands crus. Oui, il a une sorte de, d'amplitude. Alors après, chacun trapercevra en fonction de son palais une kyrielle de choses. Mais je trouve qu'il a une sorte de maturité, comme du citron de Bouddha maturé, des nuances de sésame, presque de l'oseille et du shiso vert. Donc c'est parfait aussi pour nos amis japonais qui vous apprécient déjà. Mais je trouve qu'il a une délicatesse infinie et cette amplitude qui lui donne un côté salivant et une très belle longueur en bouche.
Le côté salivant, c'est très 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 précieux à Chablis, et dans beaucoup d'autres vins d'ailleurs. Mais cette minéralité chablisienne, là, du chiméridien, de ce fameux sol et sous-sol de l'époque du Jurassique, bref, toutes ces petites, tous ces fossiles d'huîtres, enfin de petites huîtres, de marnes, de l'époque où la mer était présente, ça donne à ces vins de Chablis une énergie et ce côté salivant qui est même salin, iodé, salé. On en aperçoit, je crois, sur l'autre premier cru, les Valions. Ce côté très salin à un moment donné également. Et autrement, puisqu'il me semble le sol n'est pas identique. Et c'est assez intéressant, véritablement. Et alors, que dire du Grand Cru, qui lui étant, j'en parlais avec Angélique de Langsa, je viens d'entreapercevoir, et nous avions le même enthousiasme, si l'on peut dire, parce qu'il est en endormissement. À la fois, il a des notes complètement profondes, presque pierre à fusil, et en même temps, en fin de bouche, une acidité somptueuse, un peu vive aujourd'hui, mais ne demandant qu'à se relaxer en quelque sorte. C'est ça, il va falloir qu'il se détende un peu. Donc c'est un Chablis Grand Cru des Vos Désirs, de notre domaine Longue de Paquis. Oui. Encore jeune, mais je pense que dans 2 ans, 3 ans, là il va commencer vraiment à montrer qui il est. Quoi. Oui, à s'exprimer en quelque sorte. Parce que c'est un terroir, un territoire assez solaire, les Vos Désirs. C'est dans ce grand amphithéâtre des grands crus chablisiens. Vous avez les Vos Désirs, l'Épreuse et la fameuse la Moutonne aussi. Et là, c'est des vins assez chauds, a priori, puisque vraiment exposés au soleil. Et en fait, des vins très très minéraux malgré tout, parce que c'est la densité de ce fameux chiméridien dont on parlait. C'est cette roche, enfin cette marne organique là, affleure. Les racines peuvent descendre très profondément, mais là, même à 1 mètre, 1 mètre 50, et c'est ça, la pureté d'un Grand Vos Désir vient essentiellement de là. Oui, et il y a cette appétence, si l'on peut dire. Justement, l'ensemble donne un résultat assez captivant. Mais vous ne vous arrêtez pas là, parce que l'on passe ailleurs, si l'on peut dire, avec, entre autres, là je vais parler de quelque chose qui personnellement me capte particulièrement, le Clos des Mouches. Une petite palpitation, vraiment quelque chose de précieux. À chaque fois, j'y suis attentive. J'ai constaté, je ne suis en aucun cas la seule. Donc vous auriez quoi ? Enfin, quelles sont vos sensations à propos de cette merveille ? Non, mais le Clos des Mouches, c'est du Beaune. Beaune, premier cru Clos des Mouches. Beaune, c'est essentiellement des vins rouges. Il y a quelques productions en blanc, dont une partie du Clos des Mouches, qui est quasiment le dernier vin de Beaune avant le village de Pommard. Et là, notre parcelle de Clos des Mouches, à notre domaine, domaine du pavillon, c'est moins d'1 hectare. C'est-à-dire, c'est exactement 70 arts. C'est-à-dire, grosso modo, à peu près 2500 bouteilles produites par an. On est dans le 3e tiers du coteau, donc on est vraiment en altitude. Enfin, en altitude, tout est relatif, mais on est 400 mètres plus haut que le début de l'appellation Beaune, un peu plus bas. Ça donne un vin, comme on dit, d'altitude, c'est-à-dire qui bénéficie de la fraîcheur, du climat. Mine de rien, ça change. Avec 100 mètres de plus, il y a plus de vent. L'exposition, on est encore plus en coteau que le bas du coteau. Pardon d'être un peu si compliqué, mais... Et à cet endroit du Clos des Mouches, il y a comme une petite épaule, là où on est planté, et la roche-mère, comme on l'appelle, la fleur, elle est à 40-50 cm dessous. De là vient le danger. Le danger, mais aussi la beauté. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est l'enthousiasme après suscité. Oui, il avait des expressions autres, et chaque année, bien sûr, c'est une vraie découverte, puisque l'intérêt aussi pour ces merveilles, c'est de voir combien ils arrivent à s'exprimer différemment millésime par millésime. Peut-être, cela est une évidence pour tous les vins, mais en Bourgogne, je pense, il n'est pas forcément nécessaire de parler par trop de cette notion de climat, mais vous savez optimiser le terroir, si l'on peut dire. Et il y a des expressions qui justement retranscrivent encore plus le sol, cette idée de sol et
de travail particulier. Et je l'ai trouvé vraiment avec des notes vives, mais en même temps assez captivantes. Et peut-être fais-je erreur, mais il y avait un peu plus de rondeur que d'habitude. Il me semblait un peu plus de volupté, si on peut employer ce terme presque audacieux, mais avec toujours ce côté tendu et avec une très belle tension et aucune, évidemment, agressivité. Donc un petit instant précieux que nous allons sans doute être nombreux à suivre avec attention, mais cela ne s'arrêtait toujours pas là. Bon, alors le Mercury aussi avait ses charmes, on passe sur d'autres choses, c'est cela qui est captivant, c'est l'impression finalement de revenir à d'autres époques, non pas que je sois nostalgique, mais vous savez, un peu dans cette délicatesse 18e siècle, et de se promener dans un jardin presque potager, où l'on entreapercevrait des saveurs grâce à vous, des choses oubliées. C'est presque une bibliothèque des arômes ou des parfums, des choses qui appartenaient à une autre époque, à un autre patrimoine, mais se dévoilent pas à pas à chaque millésime. Vous avez aussi cette sensation ? Tout à fait. Et en plus de ça, Mercury est vraiment une appellation à découvrir en blanc. On la connaît bien pour les rouges, ça c'est certain. Mais il y a peut-être maintenant 25% du terroir qui est cultivé en chardonnay et qui fait vraiment des surprises assez incroyables. Oui, il avait une réelle finesse, une minéralité assez, vraiment, réellement probante. Et c'est assez captivant justement de voir ces différentes expressions. Alors après, je l'avoue, le Corton Charlemagne, alors là c'est carrément autre chose, avec une densité, une structure autre, et fascinant aussi, différemment d'ailleurs, mais on peut s'arrêter un instant presque de parler devant la splendeur de ce vin. Et alors là, le millésime est relativement récent, mais sur d'anciens millésimes aussi, il y a des choses assez émouvantes et qui font des pairings avec le fooding, quelque chose d'assez sidérant, dans le meilleur. C'est clair que le Corton Charlemagne, allez, on va pas faire de classement en Bourgogne, mais c'est quand même un des 3-4 plus grands vins blancs de la Bourgogne, c'est clair. Cette colline de Corton, comme on l'appelle, qui va de Pernan jusqu'au côté de l'autre petit village de la Doix-Sérigny, il y a à peu près 150 hectares, avec des parcelles qui vraiment offrent une palette d'arômes très très différente selon que vous êtes plus au sud, plus à l'est, plus en haut de la colline, plus dans le bas. Et le Corton Charlemagne, grosso modo, c'est à peu près une centaine d'hectares. On a la chance d'avoir un petit peu plus d'1 hectare dans ce terroir, micro-terroir qu'on appelle les Languettes, qui est assez bien exposé. Et ça fait un vin... Alors le danger de ces vins-là, c'est de faire des vins trop pâteux, trop lourds, parce qu'ils sont très solaires. Donc il faut bien choisir la date de vendange, faire des élevages adaptés, pour que le sol ou le sous-sol vraiment se révèle, plus que le climat ambiant de la chaleur ou quoi que ce soit. En fait, oui, c'est presque une infusion de terroir, si l'on peut dire. Je discutais avec le maître de chai et j'ai trouvé quelque chose de captivant. En Bourgogne, de manière globale, si l'on peut dire, il y a un jeu particulier, c'est le jeu du bois. Justement, sur des cuvées de ce type, vous arrivez de manière magnifique à jouer parfois avec un tiers, voire plus, parce que si j'ai bien saisi, pour le Corton, il y a à peu près 50% de bois neuf, et sans impacter par trop et saturer le vin. Donc c'est un travail d'excellence, c'est de l'art, si l'on peut dire. C'est vraiment de l'orfèvrerie, parce qu'on va effectivement faire fermenter dans des fûts, soit neufs, ou d'un vin, d'un an ou de 2 ans, la fermentation, et puis après il y a l'élevage. Là on peut les sortir des fûts neufs pour les remettre dans des fûts d'1 an ou 2 ans, voire des fûts de taille plus importante que les fûts traditionnels de 128 litres, la pièce bourguignonne. Maintenant on peut utiliser des fûts de 300-350 litres où la micro-oxygénation va continuer de se faire, mais plus doucement, et que les tanins du bois
vont se relaxer en quelque sorte. Bref, un vin bien élevé, il ne faut pas que ça sente le chêne. Tout. Oui, c'est terrifiant. Certains se méprennent encore, cela est terrible à ce propos, mais justement l'intérêt pour pouvoir instiller un peu de structure en finesse n'est pas de faire du pushing de manière terrible. Si vous sentez trop la noisette, le pain grillé, la brioche, c'est pas très bon. Cela tient un peu du radeau de la Méduse. C'est une autre aventure, si l'on peut dire, que l'on ne souhaite à personne, ni aux producteurs, ni aux dégustateurs. Le naufrage du chardonnay. Voilà, c'est cela. Mais là, vous avez de toute évidence réussi à éviter ceci. Alors, le Savagnin, lui, était autre également, avec un jeu subtil sur une notion d'amertume qui apparaît quand même sur les autres vins également. Alors, avec presque, il me semblait, peut-être ai-je eu une mauvaise perception, des notes d'asperges assez intrigantes entre l'asperge verte et l'asperge blanche, des choses enthousiasmantes et avec une notion de fraîcheur. De fraîcheur, il y avait un petit côté fumé aussi, peut-être. Oui, très léger. Et ça, ce terroir-là, quel que soit le millésime, on ressent toujours ces notes-là. D'accord. Je ne peux pas vous dire pourquoi, d'un point de vue géologique. Et puis on ne le saura jamais. Oui. Puis on ne souhaite pas le savoir. Oui, on est là que pour révéler ce que la Terre veut bien nous transmettre comme message. Cela est beaucoup plus captivant par instant. Mais et pour vous, avant de passer très succinctement au rouge, qu'est-ce que vous envisagez pour les blancs en Bourgogne? Ils ont déjà conquis le monde, de toute évidence, mais qu'est-ce qui vous intriguerait? Est-ce que vous pensez à d'autres types éventuellement d'élaboration? J'avais entreaperçu un œuf en marbre. Je crois que c'est le domaine Charles qui m'avait intrigué de par la minéralité. C'est juste un one-shot, mais assez captivant. Ou alors, tester un vin en élaboration dans ce contenant était comme passer à travers du marbre. On n'était plus du tout dans affleurer la pierre à fusil. Et apparemment, au bout lorsque j'y suis allée, ils avaient fait très peu de millésimes, mais la minéralité paraissait s'estomper, mais avec difficulté. Mais cela peut être autre chose. Est-ce que quelque chose vous intriguerait? Pas de cet ordre-là, mais d'une autre façon. Qu'est-ce que vous souhaiteriez entreapercevoir d'autre? De notre côté, on a pu faire nos propres essais, même si on ne parle pas trop de ce qu'on teste. J'essaye. Indirectement, j'essaie de vous amener sur un autre on a pu faire des essais de vinification et d'élevage dans des bonbonnes. Donc de sortir complètement du fût. D'accord. Et de voir un peu ce que ça donne entre ce qu'on a fait, ce que certains confrères ou amis d'autres domaines ont fait. On reste malgré tout, j'allais dire, assez classique. Oui, on n'a pas trouvé le one glove où vous êtes aventuré, non pas que ce soit une nécessité. Non, ça on l'a pas fait, mais on voit quand même qu'un grand chardonnay, quand il respire, alors à travers des planches de chêne par exemple, ça l'aide vraiment à s'élever. Oui, de cette façon, il est un peu plus enthousiaste. Et parce que après on peut vous dire oui, mais ce qu'on a fait en bonbonne ou en œuf, etc., vous verrez dans 20 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, dans 20 ans. Oui, et encore, rien n'est sûr, parfois. Parce que les promesses n'engagent que celles qui les écoutent ou qui les... Bon, voilà. Oui, de cette façon. Non, en revanche, mais ça fait longtemps, ça fait au moins 15 ans ou 20 ans que les Bourguignons et nous aussi, on a réalisé que le fût, le chêne, le bois, c'est comme en cuisine le sel et le poivre. Hein. Oui, une évidence. Il en manque. Le plat est fade, il y en a trop, ça se voit. Et quand je disais tout à l'heure, un bel élevage, c'est quand on sent pas du tout le fût. C'est exactement ça. Blanc et rouge d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Blanc et rouge, c'est encore plus évident parce que je crois, malheureusement, beaucoup de vignerons confondent le rouge et le bois. Allez savoir pourquoi. Ils ont dû voir quelques enthousiasmes. Mais il en est ainsi. Et justement, pour vos rouges, que pourriez-vous dire? Alors, j'ai entreaperçu les superbes Clos de Vougeot avec des splendeurs d'autres univers, si l'on peut envisager cela.
pour vous, quels seraient vos mots pour les décrire justement? Parce que là, vous avez quand même une petite verticale assez captivante. Oui, là, c'est une verticale de 4 millésimes sur le Clos Vougeot. Le but, c'est pas de dire je préfère ce millésime ou l'autre, bien qu'on peut avoir des préférences et c'est bien légitime, mais c'est de montrer que malgré des millésimes très typés ou très typiques, des millésimes chauds ou des millésimes froids, et ben, malgré tout, après quelques années, le terroir ressort toujours et le terroir est plus fort que le millésime. Et on pense vraiment, moi j'en suis convaincu, les grands vins, c'est les grands vins qui traversent les années et d'un millésime à l'autre, même si les caractéristiques du millésime sont différentes, le terroir ressort toujours. Et c'est ça les grands terroirs. Il y a une sorte de pérennité en quelque sorte. Bien sûr. Et c'est magnifique comme conception, parce qu'en quelque sorte, étant donné l'histoire de la Bourgogne, c'est une passation. Cela peut l'être ailleurs, mais avec ce rôle de l'histoire qui est quand même déjà très impactant depuis la période médiévale en Bourgogne, avec ses moines et autres, vous avez une telle approche si particulière et attentive justement à ce potentiel. C'est quand même pour certains une évidence, mais en même temps un bel exemple. Je pense à d'autres producteurs en dehors de la France, etc. Je suis assez ébahie de voir, même au Liban, je me souviens dans le Bécasse, certains font des recherches pour essayer de trouver des climats inspirés par l'idée de Bourgogne, si on peut traduire ceci. Et je pense qu'il y a... Vous incarnez quelque chose qui transfigure le temps, si l'on peut dire, avec cette passation particulière. Et pour vous, quelle est votre perception sur la vente des hospices de nuit? Alors la vente des hospices de nuit, qui s'est terminée hier, qui s'est passée hier d'ailleurs. Pour cela que je me permets de l'évoquer. Non, on met toujours en parallèle la vente des hospices de nuit et la vente des hospices de Beaune. Certes. C'est deux ventes différentes, même si elles sont basées sur le même principe de vente aux enchères, que les bénéfices bien sûr vont à l'hôpital de Beaune ou à l'hôpital de nuit, que c'est voilà un élan de charité. C'est avant tout des ventes caritatives, mais aussi des ventes de très grands vins. Là, la vente des vins des hospices de nuit 2022, c'était 160 pièces quand même à la vente. Oui, cela commence à impacter. Ça commence à parler, essentiellement des vins de Nuit Saint-Georges. Oui. Il y avait un tout petit peu de Gevrey-Chambertin, mais c'est Nuit Saint-Georges et beaucoup de premiers crus. Cette vente qui a fort bien marché, et on s'en réjouit pour l'hôpital. Elle a totalisé, je crois, un peu plus de 3 500 000 euros de revenus pour la vente, des acheteurs d'un petit peu partout, du monde entier quand même. Et c'est une très belle reconnaissance pour ce village de Nuit Saint-Georges qui n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. On parle souvent de Gevrey-Chambertin, de Beaune-Romanée. Nuit Saint-Georges reste un petit peu plus mystérieux. Confidentiel quelque part. Et là, je crois que les hospices de nuit, le vignoble des hospices de nuit est déjà un vrai porte-étendard de l'appellation, c'est sûr. Et l'engouement qu'on a encore vu hier le prouve. Nous, on a eu l'opportunité, la chance et l'honneur même. On a pu acquérir un petit peu moins de 40 pièces pour nos clients qui s'étaient positionnés, mais aussi pour nous. Voilà, on est ravis. Et puis ce millésime 22 est enthousiasmant, vraiment. Exceptionnel. Oui, alors nous pouvons déjà songer aux futures dégustations avec de belles réjouissances à entreapercevoir. Mais on se retrouve l'année prochaine. Tout à fait. Merci à vous.